Merci de rallier ce plateau spécial consacré au MCA, le Millennium Challenge Account, dont on a eu des nouvelles, disons, positives aujourd'hui même. Enfin, dirait-on, des centaines de milliards du MCA bientôt vont pleuvoir sur le Bénin. C'est en tout cas l'enthousiasme manifeste que suscite la nouvelle ébruitée par la présidence de la République. Eh bien, nouvelle ébruitée cet après-midi du 5 novembre 2014. Et ceci par le biais d'un courrier confidentiel adressé au président de la République par l'ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Un courrier accompagné d'un tableau de notation qui crédite le Bénin de points censés nous rassurer sur des avancées effectuées en matière de gouvernance et donc d'éligibilité du Bénin au bénéfice du deuxième compact du MCA. Quelle lecture réelle doit-on faire de cette annonce et doit-on véritablement commencer par se pourlécher les babines par rapport à ce deuxième compact qui va peut-être, il faut le souhaiter, sortir le Bénin d'une certaine grisaille économique? Pourquoi pas? Pour nous apporter des éléments d'explication et d'éclairage sur ce plateau, un ministre, le coordonnateur du MCA pour le Bénin, deux conseillers techniques. Je vais vous les présenter avec beaucoup plus de précision. Je commence par le ministre Amoussouga Giro Fulbert, vous le connaissez très bien, en charge de la mise en œuvre des OMD et désormais les objectifs post-OMD au Bénin. C'est pratiquement la seule personnalité francophone retenue dans le groupe, le panel de haut niveau des Nations Unies pour réfléchir sur les objectifs post-OMD désormais. Merci. Très bien, il va nous apporter des éclairages sur des questions de gouvernance et de politique par rapport au MCA. Un visage que vous avez pris l'habitude de connaître davantage depuis qu'il est nommé directeur général du port autonome de Cotonou, cumulativement avec ses fonctions de coordonnateur du MCA Bénin. Samuel Bacho, merci. Forcément, tout naturellement, vous êtes attendu sur un type d'exercice. Merci donc d'avoir accepté d'être là. Merci. Et puis, à côté de M. Bacho, M. Latifou Soumanou, il est directeur du suivi de l'évaluation du MCA. C'est bien cela? Tout à fait. En face de lui, Ilias Sinan, conseiller technique au suivi des réformes au niveau du ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Le ministère qui a eu cette extension au dernier remaniement. Alors la question qui brûle, voilà, toutes les lèvres, je présume des Béninois qui nous suivent, mais c'est, il y a eu beaucoup d'attentes, un moment comme une sorte de désespoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le MCA est définitivement en poche, Monsieur le ministre ou Monsieur le coordonnateur du MCA? Bon. Deuxième compact. Ce que je peux dire, merci beaucoup, je ne peux pas dire que c'est mettre le MCA en poche qui est notre objectif. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui est également un signal. Le signal que le Bénin est sur une bonne voie en ce qui concerne les réformes. Parce qu'il y a une forte corrélation entre les résultats du Doing Business que nous avons eu à voir la semaine passée et ce qui se passe aujourd'hui. Avec une amélioration du rang du Bénin. Avec une amélioration du rang du Bénin. Dans le cas qui nous concerne, nous ne connaissons rien du rang du Bénin. Mais ce qui est important, c'est que notre pays avait bénéficié du MCA. Et ce qui importait à l'époque, ce n'est pas les milliards qui ont plu sur le Bénin, mais c'est ce que nous avons fait avec ces milliards. Nous pensons que ce qui a été réalisé avec ces milliards sont des éléments extrêmement importants pour le développement et la croissance du Bénin, notamment à travers les initiatives qui ont été prises en matière d'investissement. Et fort de cette expérience et des résultats que tout le monde entier a salué, surtout les autorités du MCA ont pratiquement salué la bonne gestion justement de ce programme, le Bénin a été candidat au deuxième compact. Et ce jour, le résultat que nous avons confirme que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne les réformes, même si du chemin reste à parcourir. Et n'oubliez pas que le MCA a publié les scores des différents candidats à ce programme. Ce n'est pas tellement l'ambassadeur. Le Bénin n'est pas seul. Ce n'est pas tellement l'ambassadeur parce que c'est un tableau public qui a été affiché. Il s'est fait l'écho.
Bon, donc dans cette publication des scores qui concerne à peu près 20, si je ne me trompe pas, 20 indicateurs, il semble que le Bénin a satisfait aux critères. Les critères, je crois que M. Bachot est mieux placé pour pouvoir les énumérer et vous les expliquer. Mais très rapidement, je peux vous dire que c'est au nombre de 3. Sur les 20 critères, indicateurs, il faut pouvoir réaliser au moins la moitié. Ça veut dire 10 sur les 20. Le Bénin se retrouve aujourd'hui à réaliser 12. Ensuite, sur les mêmes critères, il faut pouvoir, en matière de lutte contre la corruption, être au-dessus de la médiane. Le Bénin se trouve à peu près à 51% aujourd'hui. Et en ce qui concerne la maîtrise et le contrôle de la corruption. Et le troisième critère porte sur tout ce qui concerne les droits politiques et les droits civils. Et je crois qu'à ce niveau, il faut se situer à un certain seuil. Le Bénin a satisfait à ce critère, je crois, très honorablement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que quand bien même il nous reste du chemin à parcourir, nous sommes sur la bonne voie. Et c'est la preuve que nous devons avoir confiance en nous-mêmes et poursuivre sans relâche nos efforts. Monsieur Samuel Bachot, vous êtes, je peux vous considérer comme de la maison MCC ou voilà, vous êtes carrément de la maison et vous pouvez nous dire vraiment ce qu'il faut retenir réellement, la lecture exacte qu'il faut avoir. Là, le ministre vient un peu d'éteindre l'enthousiasme des Béninois qui ont commencé par littéralement saliver à l'annonce de cette notation obtenue, ce score obtenu par le Bénin au programme au deuxième compact. Est-ce que le MCC a fait une notification officielle au gouvernement du Bénin pour lui montrer réellement qu'il est sur la bonne voie? Avant qu'on aborde, qu'on décrypte le sens véritablement de ces notations, de ces résultats-là. Merci. MCC a une démarche particulière. D'abord, est-ce que MCC a fait une notification? Oui, sinon l'ambassadeur ne serait pas informé. L'ambassadeur du Bénin aux États-Unis ne serait pas informé. Mais la notification de MCC se fait pour tous les pays de la même façon. Les indicateurs sont postés sur le site de MCC, mais l'ambassadeur des États-Unis, que le MCC c'est le Millennium Challenge Corporation, voilà, qui pilote, qui est l'agence gouvernementale américaine qui gère le Millennium Challenge Account. Alors, les ambassadeurs de tous les pays, des USA, des États-Unis, dans tous les pays, sont instruits pour notifier au chef de l'État, au chef du gouvernement de ces pays, le tableau des indicateurs. Ce qui a été fait dans les règles, mais on ne pouvait pas publier. C'est rendu public seulement le 5 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pouvons en parler. Sinon, notification a été faite au chef de l'État en bonne et due forme depuis le vendredi dernier. Donc, il savait très bien que le score du Bénin s'est sensiblement amélioré à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur l'indicateur contrôle ou maîtrise de la corruption, qui avait plombé, évidemment, l'éligibilité du Bénin l'année dernière. Et l'autre avancée significative, c'est que le Bénin a réuni une moyenne de 12 sur 20, alors que depuis que le Bénin est allé à MCA, le score le plus élevé, c'était de 11 sur 20. L'année dernière, nous étions même à 10 sur 20. Et donc, voilà la démarche de MCC par rapport à la publication du tableau des indicateurs. Mais la démarche de MCC pour aller vers un compact est celle-ci. D'abord, les pays sont candidats lorsque un des critères minima
sont réunis. Et lorsque vous êtes candidat, évidemment, on vous soumet à ce tableau et vous devez réunir la moyenne, au moins. C'est comme si vous allez à un examen. C'est comme si vous allez à un examen. Il y a 3 tendances. La première grande tendance, et qui est majeure, essentielle, c'est la maîtrise de la corruption. Si c'est au rouge, vous pouvez avoir fait 19 sur 20, alors là, vous n'êtes pas éligible. Critère éliminatoire. C'est un critère éliminatoire. La deuxième tendance, c'est les droits démocratiques. Et là, je peux me réjouir de dire que le Bénin, sur les 6 indicateurs que regroupe cette tendance, le Bénin est au vert sur les 6 indicateurs, avec des moyennes vraiment très honorables. Je crois que le minimum, c'est autour de 70%. Et la troisième tendance, c'est bien sûr de pouvoir réunir au moins la moyenne, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir réuni au moins 10 sur 20. Ce qui a été fait cette année-ci, ça a été fait l'année dernière, mais nous avons été éliminés par rapport à l'indicateur corruption. Après cela, seul le conseil d'administration de MCC déclare l'éligibilité d'un pays aux ressources de MCC. Et le conseil d'administration se réunit à cet effet tous les ans au mois de décembre. Mais si vous n'avez pas satisfait à ces critères initiaux, vous ne pouvez pas vous attendre à être éligible. Maintenant, il y a une particularité pour le Bénin. Le Bénin va vers un deuxième compact. En plus de ces indicateurs, il y a lieu d'apprécier les efforts qui ont été fournis par le Bénin dans le cadre du suivi des acquis du premier programme. Sur ces plans, je peux dire que nous avons quand même, je peux le dire, il est souvent rare de me voir sourire, mais je crois que je peux dire que nous sommes sur une très très bonne voie. Vous êtes le Bénin est sur une très très bonne voie, vous le dites, on veut bien vous croire, mais quand on prend les critères liés à la maîtrise de la corruption et le critère lié aux droits démocratiques et politiques, on est curieux de savoir sur quelles données se fonde l'évaluation de ces critères-là. Comment on attribue les points par rapport à ça? Je voudrais bien que le directeur du suivi et de l'évaluation du MCA tente une réponse. Merci, bonsoir chers téléspectateurs. En fait, quand on prend chaque indicateur du tableau des scores, il y a un certain nombre de variables, un certain nombre d'indicateurs de sous-indicateurs qui sont contenus dans chaque variable. Donc quand je prends la variable maîtrise de la corruption, il y a un certain nombre d'abord d'actes législatifs et réglementaires qui doivent être pris dans chaque pays pour démontrer la volonté des gouvernants d'aller dans le sens de la lutte contre la corruption. Et notre pays a satisfait à cela. Nous avons une loi contre l'enrichissement illicite et il y a différents décrets qui ont été pris, notamment par exemple le décret qui a créé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. C'est un élément qui entre en ligne de compte dans l'évaluation des performances de chacun des pays. Ça, c'est un premier élément. Mais au-delà des tests, il y a le sort qui est réservé aux tests, à savoir qu'est-ce qui est fait dans la pratique pour lutter contre la corruption. Donc, est-ce que les faits répréhensibles, est-ce que c'est porté à l'attention des juridictions? On évalue également ça, et quand on prend le cas de notre pays, il y a beaucoup de dossiers que le gouvernement a transmis à nos différentes juridictions pour connaître de ce qui s'est réellement passé pour que les sanctions appropriées, s'il y a fait répréhensible, que ces sanctions-là puissent être mises en œuvre. C'est également un élément qui est fort apprécié dans le cas du Bénin. L'autre élément, c'est tout ce qui se fait au sein de l'administration pour que d'abord chaque citoyen, chaque usager de nos administrations puisse savoir exactement, quand j'arrive dans une administration,
s'il y a besoin d'un service, comment est-ce que je m'y prends? Et donc, il y a les manuels de procédure. Et vous voyez, devant nos différentes administrations, il y a un tableau qui est mis là pour indiquer exactement si vous avez besoin, par exemple, d'une carte d'identité, vous avez besoin d'un passeport. Tout cela rentre également en ligne de compte. Ça participe de la transparence et du guide de l'usager pour qu'une fois arrivé dans une administration, il puisse savoir exactement qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin des services. Et ce qui est encore plus important, vous savez, au niveau de l'ARMP, l'agence, je crois que c'est l'autorité de régulation des marchés publics et l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il y a des numéros verts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous estimez que vous avez subi un dommage de la part d'un mauvais traitement de votre dossier ou bien d'une malveillance à votre égard, vous avez des numéros verts. Donc, vous pouvez aller vers ces différentes institutions pour vous plaindre et des institutions adéquates sont mises en œuvre. Donc, c'est des éléments également qui sont pris en compte. Et nous rendons régulièrement compte des activités, je viens de citer ces deux agences, il y a beaucoup d'autres, pour faire savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait dès lors qu'un compétiteur, par exemple une entreprise privée, concourt à une passation de marché public et qu'elle se sent lésée, elle se plaint à l'autorité de régulation des marchés publics et vous vous souvenez bien que de temps en temps, il y a les résultats des résolutions et des conclusions des travaux de cette autorité-là qui sont publiés dans nos différents organes de presse. C'est également des éléments qui rentrent en ligne de compte dans le contrôle et la maîtrise de la corruption et c'est tout cela qui a fait que nous avons pu enregistrer cette performance au cours de cette année. Du mauvais élève qui entend avait essuyé presque un blâme. Ah non. Ce qui est également important, qu'il faut souligner, c'est que le tableau des scores est un tableau dynamique. Ça veut dire que si vous et moi, nous sommes des compétiteurs, donc vous pays, moi pays, nous sommes des compétiteurs, et qu'à un moment donné, nous sommes à 2-2, à un niveau 2-2, si vous êtes à un niveau 3, et que tous les pays qui sont dans le panier sont à un niveau 3-3-3, si ça veut dire que, bon, mettons la moyenne, c'est 3, il faut que si un pays doit être performant, s'il est à 2,50, il n'est pas performant, bien qu'il ait évolué de 2 à 2,50. Et donc, même si dans le tableau de score, il y a du rouge, cela ne veut pas dire nécessairement que le pays a régressé, mais c'est que le pays n'a pas fait autant que les meilleurs pays du panier. Et c'est important. Oui, mais c'est quand même important de dire aussi, et vous l'avez fait remarquer, qu'il y a des critères éliminatoires. Ça veut dire que, par exemple, en matière de corruption, on considère que c'est un indicateur très fort du volontarisme à améliorer la gouvernance dans un pays. Et donc, je voudrais expliquer quelque chose. Dans le temps, nous manquons souvent d'envoyer à temps les données pour être agrégées au niveau de ces institutions et être traités comme tels. Là, on se fait pénaliser. Donc, on se fait pénaliser. Nous avons veillé à tout cela. L'autre chose, c'est dans la confection du budget. Le gouvernement du Bénin a fait un effort très appréciable cette année-ci, en associant dès les premières réflexions, et le conseiller technique au suivi des réformes pourra témoigner tout à l'heure, en associant la société civile au montage du budget depuis le début jusqu'à son adoption. Et c'est ce que Social Watch, qui fait la veille citoyenne, a toujours aujourd'hui, c'est Social Watch qui est responsabilisé par cette institution internationale pour faire la veille. Et donc nous sommes rapprochés de ces institutions pour savoir exactement et comprendre la démarche à suivre. Et nous avons travaillé avec le gouvernement qui nous a suivis dans cette démarche et les résultats sont là. Tout simplement parce que, en associant la société civile, on y met beaucoup plus de transparence. Et c'est la transparence qui est l'élément le plus important, fondamental dans la gestion, dans la gouvernance. Voilà pourquoi le score du Bénin s'est amélioré. Oui, mais c'est aussi important. Oui, c'est aussi important de savoir en termes de progression
quel est l'effort que le Bénin a effectué? Vous avez cité un certain nombre de faits concrets de la mise en place d'institutions de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, des numéros verts que certaines institutions affichent pour des réclamations, etc. Est-ce que ça suffit? Il faut des impacts, il faut des résultats. Il ne suffit pas de transmettre aussi des dossiers dans les tribunaux. Encore faudrait-il qu'effectivement, les gens les personnes qui sont, comment on appelle, soupçonnées de faits de corruption, que les dossiers aillent jusqu'au bout. Je peux dire que vous abordez un problème extrêmement important là, pour lequel le gouvernement essaie quand même de jouer sa partition. Vous savez, la corruption, ce n'est pas que l'aspect financier. On vous l'a démontré, c'est à la fois le trafic d'influence, c'est à la fois l'asymétrie d'information qui permet d'avoir des avantages indus. Et de ce point de vue, les mesures que l'on doit prendre doivent couvrir tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur qui doit lui échapper. Parce que lorsqu'on parle de corruption, on pense immédiatement à l'argent. Mais au-delà de l'argent, il y a quelque chose de plus suicidaire. Alors, vous savez, lorsque vous avez à faire cette lutte contre la corruption, il y a une démarche. Si dans ma lutte contre la corruption, j'ai une stratégie qui consiste à frapper le plus petit, ou bien à frapper quelqu'un de très simple, on peut dire non, bon, mais ça là, ce n'est que les menus-frétins. Alors, dans le très court terme, le signal qu'un leader peut donner à son peuple, dans sa détermination, dans sa volonté justement de lutter contre la corruption, c'est de prendre ceux qui sont très proches de lui et qui seront reconnus coupables et de les traduire et d'en servir d'exemple. Je crois que notre pays a connu ça également. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont ministres, vous avez des gens qui exercent des fonctions de haut niveau, qui sont traduits devant la haute cour et qui sont en instance d'instruction. Donc je crois que cette volonté politique, cet engagement politique de pouvoir combattre la corruption existe. Mais, comme vous le dites, que serait la corruption sans une justice qui est rapide pour pouvoir sanctionner? Parce que lorsque vous envoyez un dossier et que ce n'est que 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard que c'est traité, il est évident que ça ne décourage pas ceux qui ont l'intention de s'y engager. D'où il doit y avoir une réforme beaucoup plus globale. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, des réflexions sont en train de se mener de manière à rendre la justice efficace en termes de gain de temps et en termes en même temps de traitement des dossiers. Je crois que dans les prochains jours, les états généraux de la justice nous permettront justement de faire ce point et de pouvoir prendre des résolutions pour aller de l'avant. La justice est la pierre angulaire de la lutte contre la corruption, en ce sens qu'elle peut s'auto-saisir pour poursuivre des gens. Et c'est là le problème. Lutte contre la corruption, ça concerne aussi les régies financières. Un certain nombre d'efforts, de réformes sont en cours. Est-ce qu'il y a eu, quels sont les résultats qui éventuellement ont pu impacter ces notations qu'on a obtenues au niveau du MCI? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais dire qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation, nous avions inscrit l'action du ministère au cœur de 3 concepts particuliers. Il y a le renforcement de la transparence, le renforcement de la participation, le renforcement du contrôle. Et cela s'étale aussi bien au niveau de la mobilisation des ressources, donc les régies financières, la fiscalité, au niveau de la gouvernance budgétaire, donc la préparation du budget, mais aussi l'exécution du budget, et enfin au niveau du contrôle, donc, notamment le contrôle des marchés publics, le contrôle des dépenses avec l'inspection générale des finances, mais aussi au niveau du contrôle des marchés publics. Je voudrais au premier abord parler d'abord des efforts que nous avions essayé de mettre en œuvre au niveau des régies financières, notamment au niveau des services d'impôt et des services de la douane. Renforcer ici la lutte contre la corruption serait d'arriver à renforcer le dialogue entre les impôts et la douane, de telle sorte que déjà dès l'entrée d'une marchandise à l'intérieur du pays, dès que cette marchandise est identifiée à la porte et que le douanier l'enregistre, il faut que l'inspecteur des impôts puisse savoir qu'il y a une marchandise qui
qui va rester à l'intérieur du pays, donc une affaire qui va prospérer et qu'il faut suivre, en plus de tout ce qui est produit à l'intérieur du pays. C'est ce qui a fait que nous avions mis en place au niveau du ministère des Finances une cellule d'enquête mixte et de recherche impôts douane. Aussi, nous avions renforcé l'interconnexion entre la douane et les impôts de manière automatisée, donc de manière informatique, ce qui permet à l'inspecteur d'impôts de découvrir généralement tout ce qui entre dans le pays et qui est imposable. Mais il y a aussi des dispositifs législatifs qui ont été pris, des dispositifs qui existaient, mais aussi de nouvelles dispositions qu'il fallait prendre pour renforcer tout ce qui existait, ce qui nous a permis de mettre en place, par exemple, la commission de conciliation pour ce qui concerne les difficultés et les formalités liées à l'enregistrement, mais aussi une commission des impôts qui joue un rôle de vigie, un rôle de veille stratégique pour suivre au niveau du cadre législatif qui encadre l'environnement fiscal au Bénin, quelles sont les failles qui existent et qu'il faut régulièrement suivre. Mais de manière pratique, par exemple, en attendant la finalisation du processus de dématérialisation, parce que ce sont les hommes qui travaillent. Et tant que c'est les hommes qui travaillent, il faut reconnaître que le risque existe toujours. Justement, au niveau des paiements, par exemple, oui. Si la réforme n'impacte pas le système des paiements et qu'il y a toujours le contact, c'est le lieu de tentation par excellence pour la corruption. C'est pourquoi depuis l'année dernière, une réforme est en cours, celle de la dématérialisation du processus même des finances publiques qui tient à cœur au gouvernement. Et je crois que c'est dans ce cadre que des documents étaient déjà édictés pour définir rigoureusement avec des délais précis chaque étape du processus du paiement, déjà à partir de l'engagement, de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement. Au niveau du domaine fiscal, le contrôle a été renforcé et à ce niveau, si avant c'est pour constater une activité imposable, cela pourrait être fait simplement par un seul inspecteur d'impôts. Aujourd'hui, cela est fait par au moins deux inspecteurs d'impôts qui ne n'agissent pas au niveau de la même plateforme, au niveau du même environnement, mais l'activité que vous avez fait à un temps T, vous ne saviez pas à quel moment, si c'est au temps T1 ou bien au temps T1 plus 1, que cela serait contrôlé. C'est des mécanismes qui sont mis en place pour renforcer la transparence, mais aussi pour essayer de dissuader d'éventuels fauteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne dormons pas. Le processus est dynamique. Et chaque fois, nous essayons de réfléchir pour identifier les différentes failles qui existent. Et c'est en cela que la cellule d'enquête et de recherche mixte impôts doit nous renforce beaucoup sur des éléments concrets qu'il faut mettre en œuvre. Au niveau du processus de préparation du budget, le coordinateur Bachot le signalait tout à l'heure, cette année, il y a beaucoup d'actions de réforme. Au-delà même de la participation de la société civile, nous avions eu cette année, au 30 juin 2013, la première expérience du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale qui a permis aux députés, avant même l'examen du projet de budget à l'Assemblée nationale, d'apprécier l'orientation que le gouvernement veut donner au budget de l'an prochain. Cela a permis aux députés d'apprécier ces orientations et de nous dire voilà, nous voulons que ça aille dans ce sens, voilà les propositions que nous faisons. Et donc vous voyez, 6 mois avant le vote du budget, nous avions tenu compte de l'aspiration de nos 83 députés, donc un budget beaucoup plus consensuel, en plus de ce que la société civile, qui est désormais avec nous dans une dynamique de gestion axée sur les résultats, nous fait de sérieuses propositions durant tout le processus d'élaboration du budget. Monsieur Bachot, oui. Oui, je voudrais ajouter que le 19 mars 2014, le gouvernement a adopté un plan d'action de lutte contre la corruption. Justement, j'allais aborder ça parce qu'il est pas temps de remarquer qu'on annonce ici beaucoup de réformes, beaucoup d'efforts pour améliorer la gouvernance économique, lutter contre la corruption, mais
Bon, il se trouve qu'on n'est pas définitivement encore éligible. Avec cette dernière annonce, alors qu'il y a des pays, le Ghana par exemple, qui a eu son deuxième compact, voilà, pour ne citer que cet exemple-là. Donc ça veut dire que, au fond, c'est des efforts qui sont... Non, je crois qu'il ne faut pas aborder les choses de cette façon. Le Ghana, par exemple, a signé son deuxième compact en août dernier. Le 8 ou le 9 août dernier. Mais le Ghana a commencé sa préparation 1 an avant le Bénin. Nous sommes d'accord. Évidemment, le Ghana n'a pas rencontré de problème. Donc à notre décharge, il y a le différentiel de timing, enfin, de calendrier. Non, mais ce que je voudrais signaler, c'est que il y a eu spécifiquement, puisque nous sommes sur cette thématique-là, de la lutte, de la maîtrise de la corruption, un plan d'action de lutte contre la corruption qui a été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres le 19 mars 2014. Et nous avons, à MCA, nous avons été instruits par le chef de l'État et le gouvernement de suivre et de rendre compte au gouvernement, mais également à MCC, de la mise en œuvre de ce plan d'action. Et donc les actions qui sont citées ici sont contenues dans ce plan d'action. Et je voudrais vous dire que ce plan d'action a été mis en œuvre à hauteur de 99,99%. C'est énorme. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Et ça, je voudrais remercier le gouvernement pour cette diligence et cet engagement qui a été pris. Et que, enfin, c'est important de le dire pour encourager le gouvernement à faire davantage. En attendant suffisamment de résultats et d'impact. Absolument, parce que, vous savez, on peut déjà commencer par observer, hein, ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que tous les agents permanents de l'État, par exemple, enfin les agents de l'État, sont immatriculés systématiquement maintenant à l'IFU. Et donc chacun a commencé à recevoir son numéro IFU. Ça, c'est une action qui est inscrite, par exemple, dans le plan d'action qui a été adopté. Et il y a beaucoup d'autres actions comme ça, concernant plusieurs domaines. La douane, les impôts, le port de Cotonou, l'administration publique, voilà, la circulation sur les corridors, enfin, pour améliorer le commerce transfrontalier. Donc, autant d'actions qui ont été menées cette année-ci. Et je crois que, là encore, nous avons été instruits pour remettre, parce que la lutte contre la corruption est une lutte permanente. Enfin, certainement, le ministre étant du gouvernement, il pourra dire ce que le gouvernement a pris comme décision à cet effet. Là, sur ce point, je crois que c'est bon de s'attarder sur la corruption. C'est une lutte perpétuelle qu'il faut mener. Il n'y a pas un temps où on peut dire, bon, ben, on a banni la corruption. Et méfions-nous souvent des apparences. Le secteur que vous visez généralement comme étant le plus corrompu se révèle généralement le moins corrompu. Parce que vous allez voir que peut-être sur l'échelle des grandeurs, la vraie corruption, il y a plus champion. La vraie corruption, malheureusement, et c'est là où nous ne regardons pas, se trouve là où se trouve la misère humaine, c'est-à-dire où il faut sauver les vies, où l'être humain est totalement dépourvu de tout soutien. Donc ne regardons pas toujours là où on manipule l'argent. Regardez dans l'éducation, regardez dans la santé, regardez dans beaucoup de choses. La NLC a commis des émissions où la question a été posée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas dramatiques qui ont été vraiment. Donc à ce niveau, il faut dire que c'est un plan d'action multisectoriel. Et ce plan d'action multisectoriel n'est pas tout simplement une action unilatérale de l'État. Ça doit être une action qui engage la société civile. Et je crois que dans toute stratégie de lutte contre la corruption, la société civile doit jouer un rôle clé. Et dans notre pays, je crois qu'on les a laissés agir. Cette société civile intervient
parle, dénonce et joue ces trois fonctions, à savoir informer, faire la pression et plaider. Vous voyez, Monsieur le ministre, donc à ce niveau, l'État ne les a pas étouffés. Mais le plan multisectoriel qui est élaboré doit être quelque chose qui engage à la fois l'État à travers sa justice, la société civile, la religion et le citoyen. Parce que c'est l'interaction de ces quatre acteurs qui vont concourir à la lutte contre la corruption. Mais si les gens sont complices, très souvent, si nous-mêmes nous sommes complices, ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, l'État a fait un plan multisectoriel de lutte contre la corruption. Il est tout à fait important que ce plan-là soit soutenu par le fait qu'il y aura une coalition. Nous devons bâtir une coalition pour lutter contre la corruption. Ça ne peut pas être une action inutile. Ce que vous dites, ça frappe dans le coin du bon sens. On dit c'est vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Mais au-delà des phénomènes de mots, de façade, pour faire bonne figure, tomber dans des modes institutionnels où voilà, on prend des initiatives, on crée des institutions. Après, il faut les faire fonctionner, les rendre efficaces, obtenir des résultats. La question du suivi s'impose. Et me semble-t-il, le coordonnateur a indiqué que désormais, lorsqu'on est en concours pour un deuxième programme, le suivi est important et pris en compte. Alors, quelles leçons tirez-vous des résultats obtenus au premier compact MCA? Est-ce que vous êtes un ministre de la République satisfait à 90%? Et après, quelles leçons vous tirez des failles, des lacunes qu'il y a eu? Non. Le premier compact. Je crois que le premier compact a été bien mené. Il s'agissait des secteurs qui sont des secteurs clés qui doivent permettre normalement de lever les obstacles à l'investissement et favoriser la croissance. Il y avait 3 programmes essentiels. L'accès au foncier, 4 voilà. Accès aux services financiers, au foncier, à la justice et puis et au marché, à travers le port de développement du port de Cotonou. Quand vous prenez ces 4 domaines d'action, il s'agit aujourd'hui de dire est-ce que leur pertinence se trouve être justifiée au regard des obstacles que l'on peut avoir pour l'investissement et la croissance. Oui, on peut dire que c'est très pertinent. Maintenant, quel suivi l'État fait de cet investissement qui est réalisé? Je crois que c'est la raison d'être. C'est la raison d'être du MCA, mais vous pouvez le voir également à travers le budget de l'État pour voir quelles sont les allocations qui sont effectuées pour pouvoir maintenir l'investissement rentable. Et je crois que je lui laisserai la parole pour qu'il Oui, je voudrais bien lui passer la parole au coordonnateur du MCA qui s'est retrouvé directeur général du port. Et cela me semble-t-il être comme une sorte de 21e conditionnalité ou de critère ajouté par le MCC pour imposer le coordonnateur du MCA au niveau justement du programme accès au marché par le port. Parce que visiblement là, les résultats n'ont pas été concluants et vous avez été dépêché là comme un vigile. Non. Bon, je ne peux pas dire que c'est une lecture vraisemblable. Je ne peux pas dire que c'est MCA qui m'a ou MCC qui m'a imposé. Non, pas du tout. Je crois que c'est le chef de l'État qui a bien voulu. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Voilà. Je lui donnerai la réponse tout à l'heure. Merci beaucoup. Il est concerné, merci beaucoup. Non, mais je suis capable de vous dire comment nous avons choisi M. Bateau. C'est vrai que dans le secret des décisions, je pourrais après faire recourir à votre merci beaucoup. Je crois qu'il faut vraiment dire que c'est très important le suivi des acquis du premier programme lorsque on postule pour un deuxième programme. Et c'est pour cela que nous existons. Parce que, et à ce niveau, nous avons un département au niveau de MCA qui est chargé du suivi des réformes et des acquis de MCA. Aujourd'hui, on peut remarquer, par exemple, que en ce qui concerne l'accès aux services financiers, l'indicateur accès au crédit qui était au rouge est passé au vert maintenant avec 65%. Ça veut dire que les actions qui avaient été menées lors du premier programme ont commencé à porter leurs fruits et que le suivi en est bien fait. En ce qui concerne la création d'entreprises, il y a un indicateur sur les 20 qui est relatif à la création d'entreprises. Nous ne sommes pas encore au vert,
Mais il y a une évolution notable. Nous étions l'année passée, par exemple, à 27%. Aujourd'hui, nous sommes à 47%. Et on le doit au GUF, au guichet unique des formalités. Oui, qui avait été un bébé du Millennium Challenge Account, le guichet unique de formalisation des entreprises. Et d'autres actions. Et d'autres actions du CPI qui ont favorisé le développement de ce guichet unique. Et vous allez regarder sur l'accès au foncier. Nous sommes actuellement, le résultat n'est pas très très bon, nous sommes autour de 26%, mais en réalité, nous étions à peine à 17%. Et donc ça veut dire qu'il y a des efforts qui se font. Et nous sommes accompagnés dans tout ceci par des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, je peux dire que le Royaume des Pays-Bas, nous gérons au niveau de MCA des ressources des Pays-Bas pour le suivi des réformes dans le foncier. Ah oui, c'est très important parce que d'abord, du point de vue du déluge de moyens financiers déployés dans ce sous-programme, et deuxièmement, par rapport à un certain nombre de craintes des petits producteurs, des exploitants de petites exploitations familiales qui craignent l'expropriation des terres et qui ne se sentent pas su. La sécurisation foncière ne semble pas être complètement gagnée. Non, nous ne parlons pas. Lorsque nous parlons de la sécurisation foncière, il faut faire attention. Nous ne parlons pas de la réforme foncière. Non. Elle ne participe pas de ce programme-là, accès au Oui, en fait, il y a une réforme qui est faite, mais nous ne parlons pas de ce qu'on a appelé sous le ministère de l'Agriculture dans le temps. C'était appelé, je crois que c'est la réforme agraire, pardon. C'est pas la réforme. Nous avons fait la réforme foncière et non la réforme agraire. Oui, mais... Parce que la réforme agraire avait consisté à arracher ici, lorsque vous n'étiez pas en mesure de faire ça, à donner, et c'est ça que nous traînons jusque-là. La confiance n'est pas encore, mais les réformes foncières consistent à mettre en place un mécanisme de suivi. D'abord, dans un premier temps, de consolider la propriété et de dire à qui appartient effectivement un lopin de terre, mais ensuite, par quels moyens est-ce que vous arrivez à cette sécurisation foncière? Aujourd'hui, le Bénin peut se féliciter d'être l'un des premiers pays, et l'un des rares pays d'ailleurs, dans le monde entier, je veux dire, à adopter cette technologie de pointe dans le cadre de la sécurisation foncière. Et ça se poursuit. Mais nous n'avons pas encore les effets tout de suite. Est-ce que vous pensez que la législation qui accompagne cette réforme protège et sécurise suffisamment? J'insiste pour le dire, parce que les petits producteurs, ils forment le gros lot aujourd'hui des exploitants agricoles de notre pays. Oui. C'est un piège que d'offrir un instrument légal pour éventuellement protéger le droit de propriété, mais après quand il est cédé, il est définitivement perdu. Et vous savez, aujourd'hui, l'appétit vorace des multinationales. Et ce qui se cache derrière, vous semblez ne pas reconnaître la là, sur ce point, on peut peut-être... ce qui est important pour un entrepreneur, c'est d'avoir la liberté d'entreprendre. Et cette liberté d'entreprendre ne peut se faire que dans la mesure où il y a le droit de propriété, qui lui est garanti par la justice, mais qui facilite également l'accès à un certain nombre de facteurs sociaux de base qui doivent servir de production, dont la terre. Or, aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat et autres, il y a les problèmes des mutations. Lorsque j'achète la terre à quelqu'un, il faut que rapidement je puisse transférer le droit de propriété après la transaction. Et à ce niveau, il faut que l'État puisse rapidement répondre pour pouvoir réagir. Ce qui suppose qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. C'est vrai que nous avons eu des problèmes jusqu'à une certaine période, mais aujourd'hui, je crois que le ministère des Finances, avec un certain nombre de réformes qu'on a eu à faire, s'est considérablement renforcé et adapté pour répondre maintenant au présent et au futur.
avec efficacité. Donc il ne reste que peut-être le passé que nous devons essayer de corriger très rapidement. Très rapidement, oui. De l'autre côté également, lorsque vous parlez de, comment on appelle, de la réforme agraire ou bien de la réforme foncière, c'est vrai, il faut protéger les droits de propriété. Mais à un moment donné, un pays qui se développe doit favoriser également la marche vers la grande propriété industrielle. Et de ce point de vue, nous devons faire attention pour que des multinationales viennent exproprier les gens. Mais au même moment, nous ne pouvons pas encourager... Ou des spéculations qui mettent en péril la sécurité alimentaire du pays, la souveraineté souveraineté alimentaire du pays. Mais au même moment, nous ne question devons pas... de gouvernance aussi. Mais au même moment, il faut dire que nous ne devons pas encourager le morcellement, l'émiettement à outrance qui ne favorise pas le transfert de choses-là. Mais la réforme doit pouvoir permettre la circulation de la terre. À savoir, la circulation de la terre, c'est le fait que quelqu'un qui est en mesure de mieux mettre cette terre en valeur et de produire, il ne faut pas qu'il reste sans terre, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette cette circulation. Ce n'est pas une manière de déposséder les gens, mais c'est une manière de ne pas laisser la terre en jachère pendant que d'autres en ont besoin pour produire. Cette réforme est essentielle à un pays qui veut s'engager dans une dynamique de croissance. Parce que quand vous regardez notre pays aujourd'hui, la plupart des propriétaires fonciers et autres, quand vous regardez, c'est pour vendre la terre. Ils conservent la terre, ils ont le droit de propriété, mais c'est tôt ou tard, c'est pour pouvoir les vendre. Ce n'est pas toujours des agriculteurs qui sont spoliés. En tout cas, monsieur le ministre, la veille que font un certain nombre d'ONG sur cette question mérite que le gouvernement y accorde une certaine attention. Et donc, la question de la réforme foncière n'est pas complètement... On veillera à cela. Ne vous en faites pas. Monsieur Elias, pour témoigner de ce que le gouvernement fait, dans ce cas, de ce que le MCI continue vraiment de suivre ce volet, c'est le code domanial et foncier qui a été voté en 2013 et dont nous aurons d'ici la fin du mois ou bien la fin de l'année les tests d'application, je crois, qui ont été élaborés et de concert avec le MCI qui nous a sérieusement appuyé dans ce cadre. Je crois qu'on était en mars dernier à Grand Popo pour l'examen des tests. Mais pour ces tests-là, je voudrais dire qu'il s'agit de tests qui protègent sérieusement les petits producteurs dont vous parlez, notamment les nationaux. Ça protège sérieusement les nationaux, mais aussi ça protège non seulement les terres rurales, mais aussi les terres en milieu urbain. Parce qu'en milieu urbain, vous ne vous en doutez pas, les citadins ont besoin des titres fonciers pour peut-être les mettre en hypothèque afin d'avoir de l'argent pour investir dans l'activité économique. Et c'est dans ce cadre qu'avec la direction des domaines et de l'investissement du très haut ministère des Finances, nous bénéficions actuellement d'un concours du MCI dans le cadre de l'informatisation de cette direction qui va nous permettre d'accélérer le processus d'obtention des titres fonciers, notamment en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Il faut aussi rappeler que le MCI avait favorisé aussi la mise en place de la Commission nationale d'obtention des titres fonciers, une commission qui continue de travailler, et malgré qu'on a fini avec le premier COM4, le MCI continue de suivre et de travailler avec nous afin que toutes ces actions de réforme continuent et que les résultats soient beaucoup plus perçus. Sur vous, ce que je peux te dire pour conclure ce point, c'est de te dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de travail qui se fait en symbiose avec les notaires, avec toutes les corporations impliquées dans le problème foncier, de manière à ce qu'il y ait maintenant des diligences pour satisfaire les besoins des populations. Enfin, je peux vous dire que moi, tous les vendredis à 15h, j'ai sur mon bureau le point de l'ensemble des titres et autres délivrés par le ministère des Finances aux citoyens, sur la base des normes. N'oubliez peut-être pas de toujours associer dans la veine participative telle que vous êtes lancé, d'associer les organisations de la société civile dans leur travail de veille. Ils ont sans doute pas mal de choses. Ne vous en faites pas, on ne les ignore pas. Je voudrais apaiser
mon ami... Enfin, je me suis fait juste Bon, l'écho pour d'un certain dire nombre tout simplement, d'inquiétudes. pour dire que le code foncier et domanial prévoit des niveaux d'approbation lorsque on veut opérer des transactions sur le foncier. Et donc, selon les superficies concernées, Et les usages auxquels... il y a des niveaux destinés. d'approbation. Ça part d'abord du chef de village, du chef d'arrondissement, du maire, du préfet, et jusqu'au niveau national. Et donc, à ce niveau-là, moi, je pense que la responsabilité des différents responsables, depuis les élus locaux jusqu'au niveau national, est engagée pour s'assurer de la mise en application des dispositions qui régulent les transactions foncières pour éviter ce que vous êtes en train de déplorer. Et donc, c'est important pour que chaque acteur puisse jouer son rôle dans ce processus-là. Alors, vous vous félicitez tous sur ce plateau des grands efforts, j'allais presque dire monumentaux, consentis par le gouvernement en matière de corruption, de gouvernance et autres, pour faire avancer le Bénin. Déjà en matière de gouvernance économique, sociale, sans doute aussi, puisque Monsieur le ministre a indiqué que la lutte contre la corruption, ce n'est pas forcément dans les milieux financiers, mais c'est également aussi dans les milieux sociaux chiches. Mais pour autant, on ne l'a pas encore gagné. Ce n'est pas le deuxième compact. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Quels sont les leviers, les indicateurs sur lesquels on a encore du travail à faire et sur lesquels il faut travailler, M. Bachot? Merci beaucoup. Mettons que pour le deuxième compact du Millennium Challenge Account, enfin, le Bénin peut être considéré comme un élève assez studieux, qui a fait un travail et qui devrait, en principe, attendre avec sérénité une décision du jury. Si les efforts ne retombent pas oui, enfin c'est dans un mois, donc je crois que c'est pas... Non, ces indicateurs, c'est l'année prochaine qu'on va encore les publier, mais je crois que le ministre va certainement le dire, que nous venons d'être instruits également, puisque on a identifié 3 indicateurs, plus l'indicateur contrôle de la corruption, qui est majeur. Nous allons mettre en place des plans d'action. Nous allons retourner vers le gouvernement pour les valider. Et de ce point de vue, il plaira au gouvernement de dire qu'il va faire le suivi de chacun de ces plans d'action. De manière à ce que le Bénin ne soit pas seulement à 12, soit l'année prochaine, par exemple, à 15 indicateurs réussis sur les 20. Et c'est possible. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais c'est dans un mois que le MCC va se réunir sur absolument, sur la base des informations qui sont disponibles aujourd'hui. La candidature du Bénin, c'est ça? Sur la base des informations qui sont disponibles Monsieur le ministre, grande question, faites attention avant de répondre. Non, mais je vais peut-être compléter ce qu'il a dit. Ok, allons-y. Donc, là où nous sommes, c'est que nous sommes à la dernière phase des qualifications qu'il faut satisfaire avant d'aller vers le jury. Je vois que le ministre est un grand Nous sommes d'accord? Nous avons satisfait à cette qualification. La décision de l'éligibilité du Bénin dépendra désormais du jury. Donc, nous sommes parmi ceux-là qui ont rempli les critères pour dire, maintenant, voilà, examinez-nous et venez vers notre requête. Donc moi, compte tenu... La moyenne, c'est quoi? C'est 10. C'est 10. Donc, on est au-delà de 10. Oui, voilà. Mais compte tenu de ce que nous avons fait, nous savons que... Le critère rouge. Nous avons bien travaillé, mais vous devez savoir, un jury est souverain. Il est le seul à décider d'autres critères qui peuvent rentrer parce qu'ils n'ont pas des fonds illimités. Mais on ne change pas les règles du jeu en cours de chemin. Mais sur la base du montant global qu'ils ont, ils auront à discriminer certains et à prendre des gens. Donc, nous nous en remettons à la décision du jury, mais en sachant que nous avons fait le maximum que nous pouvons faire. Ceci dit... Les meilleurs pourraient vous ravir la place. En tout cas, nous pensons que nous avons fait et qu'on est peut-être parmi les meilleurs. Maintenant, ce qui est important, que nous devons dire, nous n'avons pas fait ce progrès rien que pour aller vers MCA,
pour aller arracher quelque chose. Mais ça y ressemble. Voilà, non, non, non. C'est un progrès qui doit être continu. Hein, ce progrès doit être continu. Votre souris même est diplomatique. Non, non, ce progrès doit être continu. Et je peux vous le dire, aujourd'hui même, nous avons pris la décision en Conseil des ministres de dire que l'indicateur maîtrise de la corruption, c'est une lutte permanente. Et à cet effet, j'invite tous ceux qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans ce domaine, à se joindre à nous pour mener cette bataille. De l'autre côté, nous allons travailler davantage sur la création d'entreprises. Nous avons fait un bond extraordinaire dans ce... Surtout la mortalité après les créations. Vous savez, le problème de la mortalité, c'est le problème de la formation. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre de programmes qu'il faut mettre en œuvre. Et nous le faisons, l'environnement. Mais beaucoup plus la formation. Tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde n'est pas appelé à rester entrepreneur. C'est pour ça que la faillite existe. Donc il nous revient de travailler pour que les gens n'aillent pas à la faillite, à travers la formation, à travers un certain nombre de programmes que le gouvernement mène. Ensuite, nous avons pensé qu'il faut mettre encore beaucoup d'accent et faire un plan stratégique en ce qui concerne l'accès au foncier. Et je crois qu'à partir de demain, M. Bachot et moi et d'autres ministres, nous avons été instruits pour proposer ce plan dans les meilleurs délais afin que nous puissions avoir un résultat dans le très court terme. Ensuite, nous avons les dépenses de santé. Non pas parce que le Bénin ne fait pas d'efforts, nous avons beaucoup progressé dans ce domaine. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous et que nous devons faire, c'est d'augmenter encore la part dans le budget de cette dépense de santé, mais en essayant autant que possible d'aller vers l'exhaustivité de ces dépenses. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui se fait au niveau du pouvoir central, il y a des dépenses qui sont effectuées dans des entités décentralisées, mais que nous ne maîtrisons pas. Donc, c'est des problèmes de statistiques. Là également, des efforts seront faits. Donc, comme vous le voyez sous vous regardez mon sourire. Le sourire peut être synonyme justement de la joie qui doit animer tous les Béninois. Un espoir très prudent. Voilà, très prudent. Mais il faut avoir la prudence quand nous allons à un concours, parce que ce n'est pas un examen, c'est un concours. Et à ce concours, vous ne savez pas le nombre de places qui est disponible. On ne l'a pas communiqué. Donc, vous pouvez avoir bien travaillé et ne pas faire partie vous faites supplanter par ceux qui sont mieux préparés que vous. Pas mieux préparés. Bon, voilà ce que je peux dire, M. Sounouveau. Merci beaucoup. Mais très rapidement, parce qu'on est à la conclusion. Je voudrais également dire vraiment un grand merci à la partie américaine et à MCC pour une raison toute simple. Oui. Lorsque vous tombez pour l'indicateur maîtrise de la corruption, c'est rare pour les pays de remonter rapidement. Donc, ils nous ont soutenus en nous disant exactement quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir. Et vraiment, je voudrais dire merci pour cet appui qui nous a été apporté. Et merci également pour tout ce qui est fait dans le cadre de l'accompagnement du Bénin pour un deuxième compact. Et je crois que si tout marche bien, Dieu le voudra certainement, à décembre, ce sera certainement une bonne nouvelle. Je l'espère vivement. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial consacré à cette grosse annonce qu'on a eue par rapport à l'éligibilité potentielle du Bénin au deuxième compact du Millennium Challenge Account. Les dés sont jetés, le sort appartient désormais, le sort du Bénin appartient au conseil d'administration du MCC. Pour autant, il faut que ici aussi au Bénin, on se prenne au sérieux. Le développement du Bénin, ça appartient, c'est une question de leadership, c'est une question de gouvernance, ça dépend aussi du sérieux que tous les citoyens mettent chaque jour à accomplir. Chacun a sa position, sa mission. Merci de nous avoir suivis et que vive le Bénin.